Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons attendre encore quelques minutes avant de démarrer ce webinaire, le temps que voilà, tout le monde puisse rentrer dans la salle de réunion. Je vous dis à dans 3-4 minutes. En attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez consulter les premiers documents qui sont dans l'onglet Fichiers à la verticale du chat. Bonjour à tous. Alors, on va démarrer dans 2 petites minutes. Le temps que tout le monde puisse arriver, je viens de partager tous les dossiers dans l'onglet « Les fichiers ». Donc là, normalement, vous devriez y avoir accès. Faites-moi signe dans le chat si vous voulez bien pour me dire que vous avez bien reçu les documents. En tout cas, vous pouvez, voilà, que vous les visualisez et que vous pouvez les télécharger. Okay. Alors, on se laisse encore une petite minute et nous allons démarrer. Alors, Léa est avec moi. J'attends Alexandre Zakine, psychologue clinicien, addictologue. Alexandre, vous m'entendez? Je vous entends, mais il y a un problème de caméra. Ah, voilà, c'est parfait, on vous voit, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, nous allons démarrer immédiatement ce webinaire. Il est 14h04, il y a déjà 40 participants. Les autres arriveront au fil de l'eau. Alors déjà, ravi de vous retrouver. Je vois le nom de fidèles de nos webinaires depuis la fin du mois d'avril. Alors, ce webinaire a pour thème les addictions sur le lieu de travail et il m'a semblé très intéressant d'aborder ce sujet-là, particulièrement en cette période de déconfinement qui est propice à une lecture de ce que sont les addictions sur le lieu de travail. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité m'adjoindre l'expertise de M. Alexandre Zakine, ici présent. J'espère qu'il va réapparaître. J'espère aussi que je vais réapparaître. Pour l'instant, il y a des caprices de l'ordinateur.
D'accord. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, Alexandre? Alors, donc, moi, je suis Alexandre Zakin, je suis psychologue clinicien et je travaille donc à deux endroits. La majorité du temps, je suis à l'hôpital René Muret à Sevran, de la PHP, en service d'addictologie, et le reste du temps en cabinet libéral dans le troisième. Donc, j'ai fait, Merci beaucoup. oui. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, on va démarrer immédiatement pour poser le cadre de cette thématique qui est certes très large, mais comme d'habitude, conformément à notre méthodologie, on va tenter de vous transmettre le maximum d'informations. Alors déjà, vous en avez de nombreux exhaustives dans l'onglet les fichiers, mais là, on va vraiment essayer de vous donner notre angle très pratico-pratique sur ces véritables problématiques dans le monde du travail qui sont souvent un peu mises de côté parce que c'est parfois source de honte et aussi d'absence de prise en charge de la part de l'employeur. Mais nous allons, comment dire, tirer le fil de toutes ces problématiques. Alors, il faut savoir que depuis le début du confinement, on a remarqué une hausse des pratiques addictives, voire des rechutes de pratiques addictives. Alors, vous avez des troubles de l'humeur, de dépression, une diminution, par exemple, de l'hygiène de vie, avec un rythme de vie, sommeil qui est assez chamboulé. Et tous ces facteurs, et Alexandre Zakin y reviendra plus précisément, sont des facteurs de développement de pratiques addictives. On a vu notamment, puisque l'alcoolisme est quand même le premier facteur d'addiction, particulièrement au sein du monde du travail, on a vu voilà, les sortes d'apéros entre collègues se multiplier. Effectivement, étonnamment, la plupart des commerces étaient fermés, sauf ceux d'alimentation et ceux qui vendaient du vin et de l'alcool. Donc, on a constaté une hausse de l'alcoolisme, particulièrement en période de télétravail. Donc, l'alcoolisme, particulièrement, c'est une préoccupation majeure de sécurité. Et vous avez évidemment d'autres addictions que nous allons aborder ici, les drogues, les médicaments psychotropes, les réseaux sociaux, Internet, les jeux, même les sites pornographiques, les sites de rencontres viennent s'ajouter aux facteurs importants qui peuvent menacer la sécurité des travailleurs. Donc, les addictions sont devenues un problème de sécurité au travail d'importance croissante et le milieu professionnel joue parfois un rôle déterminant, un rôle d'accélérateur dans le développement de l'addiction. Donc, les conduites addictives, quelle qu'en soit la nature, peuvent à la fois constituer un symptôme ou une conséquence de dysfonctionnement dans l'organisation de la vie au travail. Les responsables et dirigeants ont donc un rôle capital à jouer. Les risques liés aux addictions font d'ailleurs l'objet d'une démarche de prévention. Donc, je le répète, le contexte actuel a favorisé le développement des addictions sur le lieu de travail. C'est pour ça qu'on a choisi d'aborder cette thématique. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec Alexandre Zakin, j'aimerais, Léa, que vous nous donniez quelques chiffres, données clés pour avoir un panorama très large des problématiques abordées. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, dans un premier temps, on peut faire un constat qui est quand même unanime, c'est que le phénomène des pratiques addictives en contexte professionnel est en forte croissance. Alors, il y a une enquête de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies qui a été menée auprès de dirigeants, de responsables RH et de représentants du personnel et des syndicats qui a quand même indiqué que 91% des dirigeants encadrants et personnels RH et 95% des représentants du personnel syndical déclarent que les salariés de leur structure consomment au moins un produit psychoactif et ils sont 8 sur 10 à dire être préoccupés par les questions de toxicomanie et de leur impact sur le travail des salariés. De manière générale, donc les deux principales substances addictives consommées sur le lieu de travail, ça reste l'alcool et le tabac. L'alcool à lui seul serait à l'origine de 20 à 30% des accidents du travail et de 13 000 journées d'absence en France, selon le baromètre de l'Institut national de recherche et de sécurité. Alors, tous les métiers sont concernés, mais il faut quand même dire que les métiers donc, des arts et du spectacle, de l'hébergement, de la restauration, de l'agriculture, du transport et de la construction sont quand même ceux qui sont le plus exposés au risque d'addiction. Alors, pour vous donner quelques derniers chiffres,
On peut dire que 37% des actifs utilisent des outils numériques professionnels hors temps du travail, 18% ont une période d'alcoolisation ponctuelle importante dans le mois, 9% sont des ivresses répétées, 28% fument quotidiennement et 9% ont consommé du cannabis dans l'année. Donc là, ces chiffres-là, ils viennent de l'Institut national de recherche de sécurité et ont été publiés ces dernières années. Alors, on voit les chiffres et quelques données clés sur le sujet. Merci beaucoup Léa pour ces chiffres importants. Je vais simplement, avant de laisser la parole à Alexandre Zakin, vous passer quelques affiches de la campagne qui a été menée tout récemment par le gouvernement et qui met précisément en avant les risques provoqués par la période de déconfinement. Donc, vous voyez, l'après-confinement, vous la voyez comme ça, cannabis un peu, beaucoup trop. L'après-confinement, vous le voyez comment, travail plus fête, plus cocaïne, continuons à prendre soin de nous. Voilà, conduite plus alcool, plus drogue. Et là, cette image met en avant malheureusement un accident de voiture. Et là, un cadre plutôt festif. Donc, la loi en matière de stupéfiants dit la chose suivante. Et faire un usage de stupéfiants, c'est une consommation qui est habituelle ou occasionnelle, seul ou à plusieurs. Et qu'est-ce qu'un usage illicite d'un stupéfiant? Un usage illicite, c'est un usage qui concerne une substance ou une plante qui est classée comme stupéfiant. Et quand c'est le cas, vous êtes susceptible d'être puni d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende, comme le prévoit l'article L 3421-14 du Code de santé publique. Mais nous y reviendrons. Donc, bien évidemment, le trafic de drogue est lui aussi pénalement sanctionné et on en a parfois l'exemple dans certains milieux professionnels comme l'a listé Léa. Ça peut être par exemple celui de la restauration, celui du bâtiment. Et je vais tout de suite vous transmettre une petite vidéo assez choc à ce niveau-là. Donc, l'usage, le trafic, la provocation à l'usage. Si vous êtes un collègue qui encourageait vos autres collègues à consommer de l'alcool ou du cannabis, eh bien, là aussi, c'est pénalement réprimé. Et là, de manière beaucoup plus importante que l'usage lui-même, puisque là, on passe à une peine de 5 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. Et la drogue au volant, eh bien là aussi, c'est très gravement réprimé, ce même titre ou parfois beaucoup plus grave lorsque vous avez parfois des cas d'homicide involontaire. On a eu malheureusement quelques dossiers de ce type au cabinet, souvent des commerciaux qui entre deux pauses s'arrêtent pour boire un verre à un bar ou parfois pour se faire une petite barrette de shit, excusez-moi de m'exprimer ainsi, et qui peuvent provoquer soit leur propre mort ou leur propre dommage dans un grave accident de voiture, soit un homicide involontaire. Alors, j'arrête cette présentation. Je vous passe tout de suite une petite vidéo qui va poser le décor en termes de qu'est-ce qu'est l'addiction sur le lieu de travail et quelles peuvent en être ses conséquences assez dramatiques. Et je transmets tout de suite après la parole à Alexandre Zakin. Je vais vous donner un exemple, un chantier de la région Rhône-Alpes. Une dalle de béton de 300 kg chute du haut d'une grue et tue un ouvrier au sol. L'enquête révèle que le conducteur de la grue, l'ouvrier tué, celui qui avait accroché la dalle, tous les trois avaient fumé du cannabis. C'est là que le chef d'entreprise a découvert l'ampleur du phénomène. Tous ceux que j'ai eu en ligne m'ont expliqué leur difficulté à repérer quand un ouvrier a fumé. Beaucoup plus compliqué que pour l'alcool, selon ce patron d'une entreprise de 10 salariés à Nantes, Bruno Cadix. Le cannabis, c'est plutôt sournois, c'est des réponses à côté. On a vite fait de tomber dans une cage d'escalier, par exemple. On l'a vu chez un jeune qui est tombé dans une cage d'escalier d'un étage, qui voyait le trou beaucoup plus loin qu'il n'était. Alors Carole, pourquoi plus dans le bâtiment qu'ailleurs ? Eh bien d'abord parce que ce sont des métiers pénibles et puis parce que les équipes travaillent souvent sur des chantiers en extérieur et c'est plus facile bien sûr de fumer dehors que dans un bureau. Est-ce qu'on a des chiffres sur l'ampleur du phénomène ? Alors selon la dernière étude qui remonte à 2010, 13% des salariés du bâtiment consomment tous les jours du cannabis. C'est quasiment 2 fois plus que le reste des actifs. Plus récemment, la Fédération des travaux publics du Languedoc-Roussillon a mené sa propre enquête. Résultat, près de 2 salariés sur 10 fumaient tous les jours. Et en cas d'accident mortel, eh bien, le chef d'entreprise peut être considéré comme responsable si aucune mesure de prévention n'est prévue dans son entreprise. C'est pourquoi tous les grands groupes en font aujourd'hui. Marc Kelly intervient régulièrement. C'est un ancien consommateur reconverti en conseiller.
De toute façon, vous pouvez leur raconter ce que vous voulez, hein. Vous pouvez leur raconter qu'ils vont mourir s'ils consomment de la drogue ou quoi que ce soit. Ils en ont strictement rien à faire. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on met des contrôles dans l'entreprise, eh bien, on s'aperçoit qu'on passe de 30% de gens positifs à moins de 2%. Alors le problème, c'est que pour l'alcool, eh bien, il suffit de souffler dans un ballon. Mais pour le cannabis, il faut que le prélèvement salivaire soit effectué par un médecin ou une infirmière, beaucoup plus compliqué, surtout dans les petites entreprises qui se disent en fait démunies face au phénomène. Je vais vous donner un exemple, un chantier de la région Rhône-Alpes, une dalle de béton de 3... Voilà, donc c'était pour poser le cadre avec un cas malheureusement assez choc puisqu'on voit qu'il y a une chaîne en fait de responsabilité, la responsabilité de l'employeur, la responsabilité du salarié qui consomme, la responsabilité du salarié qui incite ses autres collègues à consommer. Donc, vous voyez, c'est une intrication assez complexe que je vais demander à Alexandre Zakin tout de suite, sur laquelle je vais demander à Alexandre Zakin de nous apporter tous les éclairages et peut-être reposer le problème tout simplement, Alexandre. Qu'est-ce qu'une addiction? Comment est-ce qu'on peut qualifier une addiction? Là, on a parlé du cannabis, j'ai parlé en introduction de l'alcoolisme. Voilà. Qu'est-ce qu'une addiction? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est déjà une addiction, c'est quelque chose, c'est une pathologie. Et en fait, c'est pas n'importe qui consomme qui présente une addiction. Même si quelqu'un consomme une ou deux fois sur son lieu de travail, c'est pas pour autant qu'on peut parler d'addiction. On parle d'addiction, enfin la notion centrale autour de l'addiction, c'est avant tout la souffrance de la personne. Et de dire que c'est une personne qui est en souffrance et dont le comportement, bien qu'il y ait un effet, un plaisir immédiat, il y a des tentatives, par exemple, pour essayer de réduire, de diminuer le comportement ou de l'arrêter. Il y a des tentatives pour essayer d'essayer de canaliser un peu ce truc-là et qui sont un peu dépassées des fois par la situation. Alors ça, évidemment, c'est plus facile à dire dans le moment où les personnes ont conscience un peu du problème. Pour ce qui est de la définition de l'addiction, on va partir sur quelque chose d'assez basique. Alors c'est peut-être un peu indigeste, mais c'est la dénomination, on va dire, du manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux. C'est un peu la référence en termes de problématiques psychiatriques. Le DSM-5, c'est celui qui est en œuvre pour le dernier. Et donc, il y a plusieurs critères, si vous voulez. En fait, il y a un certain nombre de critères. Et il faut en avoir au-dessus de 2 sur plus de 12 mois. C'est très variable, hein. L'addiction, c'est vraiment quelque chose, c'est plus clinique que par des critères évalués, mais il faut bien une norme pour pouvoir parler un peu d'addiction. Donc, il y a l'usage en situation dangereuse, l'incapacité à remplir ses obligations, les problèmes relationnels et sociaux, notamment familiaux aussi, les problèmes judiciaires ou légaux, la tolérance. Donc, la tolérance ou l'accoutumance, c'est l'obligation d'augmenter les doses pour obtenir les mêmes effets. Le syndrome de sevrage, c'est par exemple lorsque quelqu'un boit de l'alcool et qui s'arrête un peu, enfin qui boit un peu tous les jours et qui s'arrête brutalement, il peut avoir des sueurs, des tremblements, des complications de sevrage. Pour l'arrêt du cannabis, par exemple, ça peut être aussi des sueurs, des difficultés à s'endormir. L'incapacité à gérer sa consommation, ça c'est assez clair. Des efforts infructueux pour arrêter ce dont on a parlé. Un temps important consacré à la recherche. Alors c'est vrai, on va dire pour l'alcool et le cannabis, mais en fait, assez rapidement, on a ce qu'il faut. Mais pour d'autres drogues comme les opiacés ou le crack, c'est vrai que ça prend un temps important à rechercher du produit et de l'argent pour avoir du produit. L'abandon des autres activités, donc en fait, ça devient un petit peu exclusif. C'est un phénomène de centration ou de science, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que ça qui compte. Et la poursuite des conséquences la poursuite des consommations malgré les conséquences négatives. Et un petit terme technique qui a été rajouté dans le DSM-5 qui s'appelle le craving, qui est l'envie irrépressible de consommer. Voilà, ça c'est un peu ça, c'est les différents critères qui peuvent définir une addiction, tout en sachant quand même qu'il y a un espèce de continuum entre le normal et le pathologique. Si on peut venir 2 secondes sur la pyramide des usages, on peut voir qu'en fait il y a des usages simples, des usages à risque, des usages nocifs, et la dépendance et l'addiction, etc. Donc, ça veut dire que c'est vraiment pas évident de savoir dans quelle catégorie on est. Et puis, dans l'absolu, on s'en moque un petit peu. La question, elle est plutôt de savoir à quel point c'est handicapant dans la vie de tous les jours et si la personne en a conscience et si elle souhaite en faire quelque chose. Merci beaucoup Alexandre pour nous avoir posé la définition de ce qu'est une addiction. Est-ce que vous pouvez, on va dire, nous aborder le sujet en posant une forme de hiérarchie? Quels sont les types d'addictions que vous rencontrez le plus? Est-ce que quand les gens viennent vous voir, alors voilà, juste 2 questions qui s'enchaînent l'une à l'autre, la hiérarchie des addictions et savoir si les gens qui viennent vous voir
vous mettent en avant cette addiction plus sur le plan familial, plus sur le plan professionnel? La souffrance, elle se situe plus à quel niveau? Puisqu'on se doute bien que l'addiction, c'est une intrication vie privée, vie professionnelle. Alors, effectivement, c'est une implication de tout ça. Pour les cas que je rencontre le plus souvent, c'est quand même l'alcool. Enfin, moi, je travaille dans un service hospitalier qui fait des sevrages. Donc, évidemment, pas tout le monde le sait, mais le sevrage à l'alcool, c'est le seul sevrage, si on le fait tout seul à la maison, on peut en mourir des suites des complications. C'est pas le cas avec l'héroïne, c'est pas le cas avec le cannabis ni la cocaïne. L'alcool, c'est vraiment quelque chose, faut pas prendre à la légère. C'est-à-dire que nous, ça arrive qu'on ait des patients à qui on n'a pas de date d'hospitalisation à proposer. On leur dit, surtout, n'arrêtez pas de boire tout de suite tout seul. Attendez d'arriver en hospitalisation, vous pouvez réduire, diminuer les doses, mais s'ils arrêtent brutalement, ça peut faire des complications de sevrage. C'est, on va dire, le numéro 1 de ce qu'on peut voir ici à l'hôpital. Après, en numéro 2, on va dire qu'on a le cannabis, ce qui est pas du tout évident parce que vous vous doutez bien que les addictions, ça marche bien. Il y en a certaines qui sont copines les unes avec les autres et que c'est très souvent qu'on a des patients, alcool, cannabis, alcool, tabac, cannabis, tabac, cocaïne. Enfin, il y a plein de mélanges qui sont possibles. Et évidemment que quand on a un service comme le nôtre, quand on a une personne qui vient pour arrêter l'alcool, mais qui fume un peu de cannabis à côté, et une autre personne qui vient pour arrêter le cannabis et qui boit un peu d'alcool, c'est pas tout à fait évident à gérer. Mais voilà, numéro 1, l'alcool, numéro 2, le cannabis, numéro 3, la cocaïne et le crack, qu'on peut mettre un petit peu dans la même catégorie parce que c'est issu de la cocaïne, le crack. Et là aussi, le sevrage est assez difficile. Et alors, je parle de là pour mon côté hospitalier, mais dans ce qu'on reçoit aussi dans les XAPA, donc c'est les centres de soins en addictologie ambulatoire, il y a quand même beaucoup de délivrances pour les opiacés, donc des gens qui étaient sous héroïne et pour qui en fait l'héroïne pose trop de problèmes. Et du coup, il y a des médicaments comme la méthadone ou le Subutex qu'on peut prendre en compensation de l'héroïne pour justement que le corps puisse tenir le choc et pouvoir diminuer progressivement la méthadone et le Subutex qui présentent pas d'effet psychoactif vraiment comme l'héroïne. Après, c'est vrai que on a surtout ces produits-là un peu phares. En parallèle, on a aussi quand même beaucoup des médicaments, les benzodiazépines notamment, comme le Valium, pour un des plus célèbres, qui sont souvent pris parce que le sevrage à l'alcool, par exemple, pour arrêter l'alcool, le protocole, c'est de donner du Valium. Sauf que y a souvent des patients qui abusent un petit peu du Valium, qui augmentent les doses. Quand ils en ont prescrit, ils en prennent un peu plus, et puis ils finissent par utiliser les médicaments de la même façon qu'ils utilisent les produits psychoactifs licites ou illicites. Voilà, ça c'était pour la première partie de la question. Et la deuxième question, rappelez-moi Judith, c'était… Alors, c'était savoir, alors en fait, dans cette deuxième question, il va y avoir une troisième question, et très pertinente qui vient d'être posée, c'est quand les gens viennent vous voir, est-ce qu'ils souffrent de cette addiction plus, ils viennent vous voir dans une démarche, j'en souffre sur le plan personnel, mais sur le plan professionnel, ils n'en parlent pas, ou alors est-ce qu'ils ont le courage de vous parler de l'impact sur le plan professionnel? Et deuxième question très importante posée par Dominique, qui sont les personnes concernées? Il y a plus d'hommes? Est-ce qu'il y a plus de femmes? Quelle est la tranche d'âge aussi qui serait concernée? Alors, je vais vous répondre tout de suite. Je note pour pas oublier. Alors, pour la première partie, donc concernant savoir si la souffrance elle se fait plus sur le côté familial, le côté privé ou le côté professionnel, j'ai envie de dire que c'est un petit peu un savant mélange des deux. Si vous voulez, en fait, une des façons qu'on a de concevoir les addictions, c'est de dire qu'il y a des différents facteurs de vulnérabilité qui viennent de 3 pôles principaux. Donc, il y en a un qui va être, je crois que d'ailleurs c'est dans les slides, dans la partie modèle biopsychosocial, je dis si vous trouvez, c'est qu'il y a des facteurs de risque qui sont liés au produit. Donc, le produit en lui-même, qu'est-ce que ça va entraîner, les effets, un peu tout ça, voilà, le mode de prise, est-ce qu'il y a d'autres produits qui sont à prendre avec, etc. Il y a une deuxième, donc ça c'est le premier pôle, le pôle produit. Il y a un pôle, on va dire, individu. Donc le pôle individu, c'est l'estime de soi, l'ambivalence, le repli sur soi, l'isolement, l'ennui intérieur, les souffrances psychologiques, le traumatisme subi pendant l'enfance, les dépressions, etc. Et il y a le troisième facteur qui nous intéresse en l'occurrence, qui est le contexte. Et en fait, dans ce facteur de contexte, si vous voulez, il y a le milieu de vie,
Donc en fait, de vivre dans un milieu social, on va dire pauvre, des violences, des abus, des parents violents, voilà, tout un peu l'historique de la personne, mais aussi le milieu social. Et dans le milieu social, il y a évidemment les premières implications qui sont familiales, donc les difficultés dans la famille, etc. Et dans pas mal de familles, quand même, il y a pas mal de difficultés. Et d'un côté aussi, le milieu du travail, les pressions qui peuvent être exercées dans le milieu du travail, de faire des performances élevées, les conditions de travail négatives, et puis aussi tout le côté un peu festif, de dire que dans le travail, c'est valorisé de consommer de l'alcool ou de temps en temps, même dans les moments off, de fumer un joint avec un collègue, c'est que c'est tout à fait valorisé en fait. Maintenant, le cannabis encore un peu plus qu'avant à l'époque, mais c'est vrai que ces deux trucs-là cohabitent. Et c'est difficile de dire s'il y en a un qui prend plus la part que l'autre, étant donné que ça dépend pour chaque personne. Il y a des personnes pour qui ça va être vraiment un facteur de motivation de la famille. C'est un bonhomme de 56 ans qui boit et sa femme qui en a marre lui dit si tu vas pas te faire soigner, je vais te quitter. Donc là, évidemment, c'est assez simple à comprendre, c'est le côté privé qui prime. Après, sur le côté professionnel, ça peut très bien être aussi des cas de patients pour qui l'employeur a dit qu'il fallait faire quelque chose par rapport à ses consommations, parce qu'il y avait des retards, parce qu'il y avait tout ça. Et ça encore, c'est le cas de personnes qui ont pu en parler à leur employeur, ce qui n'est pas du tout la majorité des cas. Parce qu'il y a des services de médecine du travail qui aident à faire un peu de tampon là-dedans, mais en fait, quelqu'un qui a une addiction sur le lieu de travail, vous n'allez pas forcément le voir, vous allez le voir peut-être 1 ou 2 fois, et vous allez surtout voir les arrêts. C'est ça que vous allez voir, les arrêts de travail. Et c'est ça qui va pouvoir vous donner un peu un indice. Donc, le travail participe évidemment à ce qui est une composante addictive qui augmente. Le milieu privé aussi. Moi, j'ai tendance à penser que c'est le milieu qui va générer plus d'inconfort émotionnel qui va primer sur la création d'une addiction. Et je pense que souvent, c'est quand même le côté familial, personnel qui va prendre le dessus, même si le travail est quand même derrière pour bien charger l'histoire. Mais dans le fond, je pense que c'est plutôt les trucs émotionnels forts qui comptent en priorité. Donc ça, c'est pour la première partie. Pour la deuxième partie, donc qui est le plus touché et la tranche d'âge. Alors moi, j'ai une vision assez biaisée, on va dire, de là où je travaille. On fait beaucoup de sevrage d'alcool. On va dire que dans la majorité des cas, c'est des hommes avec un âge compris entre 35 et 60 ans, grosso modo, avec aussi une petite recrudescence au moment de la retraite pour les hommes et femmes d'ailleurs, même les femmes un peu plus vers cet âge-là. Après, dans mon activité de consultation, c'est vrai que je rencontre plus de jeunes. Donc là, plutôt qui ont la trentaine, qui se posent des questions sur leur consommation d'alcool, de cannabis, ou alors qui ont des problématiques avec certaines drogues un peu plus fortes. Et dans différents contextes, notamment aussi le contexte sexuel. C'est le chemsex, c'est un peu à la mode en ce moment, mais c'est de la prise de drogue dans des contextes sexuels. Ça arrive un peu plus dans le milieu gay quand même, mais en tout cas c'est un peu des populations différentes à chaque fois. Mais en tout cas pour ce qui est des hospitalisations, on peut quand même dire que c'est plus souvent des hommes avec une tranche d'âge entre 35 et 60 ans, grosso modo. Beaucoup, Alexandre. Alors, autre question. Si l'on accompagne un salarié qui présente une dépendance à une drogue ou alcool, par exemple, est-il préférable dans la démarche, parce que là, je vous le reprécise, notre public aujourd'hui, c'est principalement un public d'assistants sociaux, donc il y a une charge très lourde, très importante, à savoir qu'ils sont souvent là au feu les pompiers, c'est-à-dire ce sont les personnes qui réceptionnent en premier la parole donc des personnes qu'ils reçoivent, et donc elles ont un devoir de conseil, d'orientation très important. Donc, dans cette démarche-là, est-ce qu'il est préférable d'aller droit au but ou de dire d'attendre que ce soit lui qui en parle Voilà. C'est toujours une question un petit peu délicate. Nous, les assistantes sociales, assistants sociaux, on travaille beaucoup avec. D'ailleurs, je remercie tous les jours d'en avoir sous la main, tellement c'est utile. Il y a vraiment une question d'enjeu, en fait. Qu'est-ce qu'on veut pour la personne? Si on veut que la personne aille consulter, aille faire quelque chose pour elle, et que c'est un désir personnel qu'on a de vouloir faire en sorte que ça s'améliore, on peut éventuellement
essayer de discuter un petit peu, de savoir comment c'est présenté. Vous avez l'air fatigué aujourd'hui. J'ai l'impression que vous sentez un petit peu l'alcool. Est-ce que voilà. Mais franchement, y aller doucement. Et ensuite, éventuellement, donner un prospectus ou de pouvoir dire, bah voilà, ça peut peut-être vous intéresser, ce genre de choses. Le problème, c'est que tant qu'il n'y a pas d'obligation, on va dire, au niveau du travail, en gros, qu'il n'y a pas de pression de si vous arrêtez pas, on vous vire, la personne va avoir du mal des fois à se remettre en question. Après, ça peut être abordé de manière assez tranquille et peut-être que la personne aura déjà elle-même entamé des démarches, ce qui n'est pas du tout impossible. Mais c'est vrai qu'il faut y aller un peu avec prudence, être bienveillant et non jugeant par rapport à cette personne qui peut être en difficulté. Après, encore une fois, c'est pas parce qu'une personne a consommé une ou deux fois, même sur son lieu de travail, que ça veut forcément dire qu'elle a un problème d'addiction. Ça, je tiens à le préciser, parce que, enfin, on voit ça assez fréquemment dans certaines entreprises, ou même carrément, il y a de l'alcool qui est distribué dans les entreprises. Dans le milieu du BTP, vous l'évoquez dans la petite vidéo, c'est quelque chose qui est hyper commun. Hein. L'alcool sur le lieu du travail, c'est même des chefs de chantier qui arrivent avec la bouteille d'alcool et qui servent les ouvriers. Donc, c'est quelque chose d'assez commun. Enfin, il y a beaucoup de patients qui travaillent dans ce milieu-là. Voilà, faut essayer de relativiser un peu les choses, voir la personne qui vient vers vous et d'essayer de l'accompagner si elle le souhaite. Voilà, vraiment rester assez libre là-dessus parce que si elle n'est pas prête à entendre ce que vous avez à lui dire, elle risque de se braquer. Et du coup, même plus demander de l'aide pour d'autres choses dont elle pourrait avoir besoin. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, je rebondis quand même sur un, comment dire, on tire la pelote. C'est que là, on décrit quand même une culture d'entreprise. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vous voir, qui vous disent, bah, chez nous, c'est comme ça que ça se fait. Ou dans ma région, bah, on a l'habitude de faire comme ça. Ou dans mon milieu, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on arrive à contrecarrer, vous voyez, cette évidence de dire, c'est comme ça et ce ne sera pas autrement? Parce que c'est souvent ce que j'entends. Vous voyez, chez mes clients, s'ils me disent je ne peux pas échapper à l'addiction. On ne vous entend pas, Alexandre, excusez-moi, on ne vous entend pas. C'est bon. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. C'est vrai que c'est problématique et dans les entreprises, il y a beaucoup de fois où on est confronté à l'alcool et à d'autres produits et même et c'est la culture de l'entreprise. Il faut savoir des fois un peu ruser. En fait, c'est ce dont je travaille avec certains patients, c'est de pouvoir leur donner des petites astuces pour pouvoir quand même participer à ces moments qui sont importants dans la vie de l'entreprise en limitant les risques, en faisant de la réduction des risques. Ça va être soit limiter les consommations d'alcool. Par exemple, on ne resserre pas un verre qui est déjà plein. Donc, ça veut dire que si vous avez toujours un verre à moitié plein, grosso modo, on ne va pas venir vous resservir. Donc, vous allez pouvoir garder un petit peu une consommation qui va être contrôlée par rapport à l'alcool. Ça peut être aussi, si y a des whisky, coca qui sont distribués dans ces moments-là, ça va avoir un verre de coca sans whisky dedans, mais du coup d'avoir toujours à la main, d'arriver avec son verre déjà plein, plutôt que pour éviter que les gens vous servent. C'est des petites astuces comme ça qui se travaillent avec le temps. Hein. Savoir aussi refuser des invitations à la consommation, ça peut se faire sur des temps T avec des petites excuses entre guillemets qui sont trouvées. Par exemple, je peux pas, je prends un médicament particulier qui mon médecin m'a dit, il faut surtout pas boire d'alcool avec. Sans rentrer dans les détails, mais voilà, sur une fois, ça peut servir. Après, si c'est quelque chose qui va se répéter, on ne pourra pas réutiliser à chaque fois ces petites astuces-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui met beaucoup en difficulté les patients qui travaillent dans des entreprises dans laquelle il y a une culture de la consommation. Et c'est un travail, en fait, hein, c'est tout un travail de pouvoir les aider à participer à ces moments-là, s'ils le souhaitent. Et quand ils y participent, de savoir comment faire, soit pour pas consommer, soit pour réduire leur consommation. Encore une fois, c'est pas simple du tout. Il y a pas mal de patients quand même qui préfèrent ne pas y aller du tout. Mais en trouvant des excuses, j'ai rendez-vous, j'ai ci, j'ai ça, enfin, ça peut se trouver. Pas tout le temps, malheureusement, mais c'est vraiment un travail parce que si on s'y prépare pas, c'est sûr qu'on se fait avoir. Donc si une personne dit je vais arrêter l'alcool et il se retrouve dans un pot avec des collègues, etc., et qu'il n'a pas anticipé cette situation-là pour savoir qu'est-ce qu'il pourrait faire dans ces moments-là comme stratégie alternative, il y a 90% de chances qu'il se fasse savoir. Est-ce que, Alexandre, pour terminer, vous pouvez nous exposer
comment dire, le processus de prévention. Oui, j'insiste sur ce terme de processus parce que Lucie, voilà, dans le chat, nous pose un commentaire très intéressant. C'est que souvent, les personnes, on va dire devant l'assistant social ou même l'avocat, ou même, j'imagine, face à vous, psychologue, addictologue, ils disent moi, j'ai pas de problème. Ils sont dans le déni. Alors, comment est-ce qu'on arrive? J'imagine que c'est la première étape de dépasser ce déni. Et quelles sont les autres étapes? Alors, je vais si vous avez accès sur le PowerPoint là, de pouvoir mettre la diapo, comment change-t-on? En fait, je vais vous expliquer un petit peu quelque chose. C'est-à-dire que voilà, tout à fait. En fait, il y a plusieurs niveaux dans la conscience qu'on a du problème. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs stades de motivation au changement. Il y a un premier stade qui est la précontemplation. La précontemplation, c'est de dire, bah, moi, j'ai aucun problème d'alcool. C'est ce que vous expliquiez. C'est une personne qui est vraiment, ah non, moi, rien du tout, pas de problème. Bah non, je bois comme tout le monde, vraiment, aucun souci. La deuxième étape, c'est la contemplation. C'est de dire, moi, j'ai peut-être un problème, mais je suis pas sûr de vouloir en faire quelque chose. Je me pose des questions, mais en même temps, je suis assez tranquille comme ça. La troisième étape, c'est la préparation. C'est de dire, bon, là, j'ai un problème, il faut que je fasse quelque chose. L'action, c'est de commencer à entreprendre quelque chose. Une consultation, aller voir quelqu'un, faire un sevrage. Ensuite, il y a le maintien, donc maintenir une abstinence ou une consommation contrôlée. Et l'étape qui est un petit peu cachée par nos écrans, par nos vidéos, mais qui est la rechute, qui peut ramener en fait à toutes les étapes de ce processus. Et en fait, au fur et à mesure, la personne, en passant par ces boucles, la rechute n'est pas obligatoire, mais elle est quand même très souvent présente, à des degrés divers évidemment, voilà, ça fait que la personne va arriver de plus en plus vers des objectifs qu'elle s'est fixés. Donc, pour la question de qu'est-ce qu'on peut faire quand une personne dit bah, moi j'ai aucun problème avec l'alcool, bah, c'est déjà d'essayer de l'orienter vers des personnes qui sont on va dire fléchées pour pouvoir en parler. C'est sûr qu'avec l'assistance sociale, je suis pas sûr qu'une personne va vouloir forcément débattre de ses consommations d'alcool et puis du coup ça va être facile de pouvoir noyer le poisson entre guillemets. L'idée en général, comment on fait pour travailler ça, c'est de travailler la motivation au changement. Comment on fait ça? Avec de l'entretien motivationnel. Enfin, c'est une des techniques. Hein. L'entretien motivationnel, c'est différentes techniques d'entretien avec beaucoup de reflets, de reprendre des phrases, d'utiliser des arguments qui vont permettre de pouvoir travailler la motivation au changement de la personne et de faire avec cette personne-là aussi une espèce de balance décisionnelle, de savoir d'un côté, entre guillemets, un peu les bénéfices et les risques à continuer sa consommation et de pouvoir un peu voir dans quelle mesure elle peut être problématique cette consommation. Évidemment, une personne qui de but en blanc vous dit moi j'ai aucun problème avec l'alcool, c'est très difficile. C'est très très difficile. Et des fois, c'est seulement quand elle va être confrontée à la loi ou à l'entreprise ou à des problématiques physiques importantes qu'elle va pouvoir se remettre en question. Dernière question Alexandre, et après si vous voulez bien rester voilà, jusqu'à à peu près 15 heures, oui. N'hésitez pas encore une fois dans le chat à poser vos questions, on va vous y répondre aussi rapidement que possible dans le temps imparti qui nous reste. Est-ce que vous estimez que, donc là vous avez plutôt parlé d'une approche individualisée, est-ce que vous pensez que l'entreprise, alors l'entreprise on va y venir tout de suite avec Raphaël et Léa, évidemment l'entreprise elle a un rôle, hein, on le sait, la loi l'impose, etc. Mais est-ce que l'approche globalisée, est-ce que ça marche au sein de l'entreprise? Alors, si vous voulez, il y a plusieurs choses qui ont déjà été faites d'ailleurs dans certaines entreprises, comme je crois la Poste. Il y a certaines entreprises qui ont mis en place des espèces de groupes d'entraide entre personnes qui appartiennent à l'entreprise et qui présentent des problématiques d'addiction et qui a l'air de pas mal fonctionner. Les groupes d'entraide de manière générale, ça fonctionne bien. Les trucs modèles style narcotique anonyme ou alcoolique anonyme, vous savez, on rentre dans une pièce, bonjour, je m'appelle Alexandre, bonjour Alexandre, je suis alcoolique, oui, bonjour, bravo, on s'applaudit. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. En fait, les gens se sentent écoutés et ils ont l'impression de pouvoir échanger avec des personnes qui peuvent les comprendre. Et des fois, c'est plus simple que d'aller voir directement un psy ou un médecin, addictologue ou un psychiatre. C'est pas du tout évident cette démarche-là, ou même la médecine du travail. Donc, il y a des fois, dans certaines entreprises, des modèles qui existent et qui ont déjà été mis en place. Évidemment que le passage par la médecine du travail, c'est une porte d'entrée qui est importante, mais les prises en charge de groupe, c'est pas simple à faire parce que c'est difficile dans une entreprise de se dire qu'on va être fléché comme ayant un problème d'addiction, en fait, que ce soit l'alcool ou le cannabis ou peu importe. C'est très difficile. Donc, ça va être vraiment une espèce d'organisme à part
qui peut exister dans l'entreprise et pour lequel il y a une espèce de confidentialité qui est mise en place. Par exemple, à l'hôpital public, donc là où je travaille, on a une petite structure qui s'appelle la mission locale FIDES, donc qui a pour but de pouvoir justement aider à gérer les situations avec les employés de la PHP qui ont des problématiques de consommation. Donc, et en fait, ils peuvent avoir accès à un numéro où ils appellent une des personnes qui est membre de la mission FIDES. Ils peuvent l'appeler, discuter un peu des problématiques d'addiction, savoir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment les aider, les mettre en lien avec l'assistante sociale du personnel, avec la psychologue du personnel. Et en fait, c'est une espèce une espèce d'entité un peu à part qui garantit une confidentialité. Ils peuvent même avoir, enfin, on a l'hôpital, donc ils ont le droit aussi d'avoir accès à un médecin addictologue de manière tout à fait anonyme et gratuite. Et je pense que ça, ces petits systèmes-là, c'est un peu peut-être les astuces qu'on peut avoir dans l'entreprise, c'est d'avoir des personnes qui sont un peu fléchées et un peu extérieures aussi à la hiérarchie de l'entreprise, qui peuvent justement aider à faire émerger un peu ces demandes-là et à répondre à ces différentes problématiques. Donc la prise en charge de groupe, ça existe sous certaines formes. Après, les approches individuelles au sein de l'entreprise par un espèce de pôle de personnes qui sont fléchées, c'est ce qui a l'air de fonctionner en tout cas. Merci beaucoup Alexandre pour cet exposé extrêmement intéressant et précis. Je retiens l'importance du devoir de conseil des assistants sociaux, notamment sur la question du sevrage. Ça a vraiment attiré mon attention, c'est de dire par exemple, on pourrait partir du principe, quand on ne connaît pas vraiment le sujet, quand on n'est pas concerné, de se dire oui, il faut conseiller à la personne de se sevrer rapidement. Attention, ce sevrage peut être très, très dangereux et donc il faut absolument, évidemment, se faire accompagner par un médecin ou un psychologue addictologue comme vous. Alors, simplement pour rebondir sur l'aspect prévention au sein de l'entreprise, il faut savoir qu'il y a des plateformes dans de nombreuses entreprises qui associent toutes les parties prenantes internes que Alexandre vient aussi un peu de décrire, bien évidemment les salariés, la médecine du travail, le CSE, le comité social et économique, les DRH, les managers, pour mettre en place donc des actions d'information et de prévention, de veiller à la sensibilisation et à la formation notamment du personnel médical des services de santé et de relayer dans l'entreprise les messages des campagnes nationales de prévention. Alors, moi, je rejoindrai assez Alexandre dans son analyse, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision extrêmement fine des choses. Parfois, les campagnes, c'est très bien, comme je l'ai montré en introduction, ça reste un petit peu cosmétique. Donc, je vous invite, vous, assistants sociaux, à faire preuve, je dirais, de créativité ou même à un niveau supérieur, peut-être être un peu lanceur d'alerte quand vous avez des problématiques un peu récurrentes en termes d'addiction, quelle qu'elle soit, alcoolisme, drogue, parfois même ça peut être des addictions à des sites de rencontres, aux sites pornographiques, on y reviendra juste après, ou aux sites de jeux en ligne, eh bien, à essayer d'avoir une approche très spécifique avec la direction pour véritablement apporter une approche très, très pragmatique. Au niveau du rôle de l'employeur, je vais tout de suite passer la parole à Léa pour qu'on puisse donc replacer l'obligation de l'employeur en matière d'addiction sur le lieu de travail et rappeler à quel point cette obligation, ce n'est pas une simple obligation de moyens, c'est une obligation de résultat. Alors Léa, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. Ah oui, comme vous venez de le dire, Judith, l'employeur, en fait, il est tenu à une obligation générale de sécurité. Alors, le son n'est pas… On ne vous entend pas. C'est bon? C'est bon. Vous pouvez reprendre. Vous m'entendez? Là, on vous entend. C'est bon? Non. Alors, du coup, en ce qui concerne les obligations de l'employeur, comme vous l'avez dit, Judith, l'employeur, il est tenu à une obligation générale de sécurité et qui doit le conduire donc à prendre toutes les mesures qui sont nécessaires. Non, toujours pas?
Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est Est-ce que là, mieux. vous m'entendez mieux? Je vous entends. Là, c'est bon. Vous m'entendez mieux maintenant? Là, c'est bon. Allez-y. C'est bon? C'est bon. Vous ne m'entendez pas? Si. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est une obligation de sécurité qui doit donc le conduire à prendre toutes les mesures qui sont nécessaires donc pour assurer la sécurité. C'est bon? Non, on vous entend pas bien, Léa. Je vais prendre le relais rapidement donc sur la partie réglementaire. Donc l'employeur a une obligation de résultat, c'est l'article L 4121-2 du Code du travail qui impose à l'employeur d'éviter les risques, de les évaluer et d'adapter le travail afin de réduire les effets sur la santé. Donc, par conséquent, les risques liés aux pratiques addictives, elles doivent être évaluées au même titre que les autres risques professionnels et faire l'objet de mesures de prévention adaptées. Donc, c'est très important ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que tout le problème des addictions, ce n'est pas un problème qui ressort simplement de la sphère privée. C'est la question de l'employeur, même si, et peut-être surtout si, il s'agit d'une problématique personnelle. L'employeur, je dirais là, a comme une sorte d'obligation de s'immiscer dans la sphère un peu privée de son salarié et de lui poser quelques questions. Alors, je vois Alexandre qui dodeline de la tête. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec moi. On vous écoute, Alexandre. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué de gérer ce genre de situation parce que si même l'employeur est obligé de devoir un peu mettre son nez dedans, rien n'empêche l'employé déjà de pouvoir tout nier en bloc. Et je pense que ça peut avoir un effet contre-productif. Comme on le disait, ça dépend du stade de motivation au changement où la personne en est. Mais si vraiment ça arrive et que l'employeur commence à vraiment à se mêler de manière un peu ferme, ça peut poser problème. À faire le distinguo quand même entre les consommations qui ont lieu sur le lieu de travail et une problématique d'addiction qui pourrait très bien avoir lieu en dehors des moments du travail. Ce qui arrive quand même pour pas mal des patients que je suis. Quand ils sont au travail, ils ne consomment pas, mais dès qu'ils sont du travail, ils consomment. Donc, il y a des retentissements entre la problématique d'addiction parce qu'il y a un peu de fatigue le lendemain, mais il n'y a pas de consommation sur le lieu de travail. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure, là, on peut vraiment s'impliquer en tant qu'employeur. Après, ça, c'est le fruit de ma réflexion. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, c'est vrai que, donc, vous voyez, finalement, tout le conflit, en fait, qu'il peut y avoir entre ce que pose la loi, les obligations de l'employeur, qui, je le rappelle, qui sont des obligations de résultat, et finalement, la pratique d'un psychologue addictologue qui nous dit, eh ben, ce qu'impose la loi, dans la pratique, ça ne marche pas toujours, et au contraire, peut-être, il vaut mieux l'éviter. Alors, néanmoins, Alexandre, sauf votre respect, je vais être obligée de lister très rapidement les 2-3 mesures qui s'imposent à l'employeur, et on y reviendra dans les dernières minutes de ce webinaire. Donc, l'employeur, très rapidement, et vous trouverez ça dans le document de synthèse, dans l'onglet « Les fichiers ». Il dispose de plusieurs leviers juridiques pour prévenir les risques liés aux pratiques addictives. Il y a le document unique qui est une véritable politique de prévention à la matière, qui doit donner pour objectif d'évaluer les usages, d'agir sur les facteurs des risques et d'y revenir afin d'en mesurer les effets. Vous avez l'consommation des boissons alcoolisées dans l'entreprise, qui dit, je vous le dis très rapidement dans le Code du travail, aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu du travail. Lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L 4121-1 du Code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou par une note du service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, quand l'employeur a inscrit dans le règlement intérieur toutes ces mesures de préventive, eh ben, il a à sa disposition, c'est la loi qui l'autorise, des moyens de contrôle et de dépistage. Ça, il faut le savoir, l'employeur peut le faire. Je vous donne quelques moyens de dépistage. Vous avez la vidéosurveillance, système de contrôle qui ne peut être installé qu'afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. L'employeur, bien évidemment, doit auparavant avoir consulté les représentants du personnel, informer les salariés et adresser une déclaration
auprès de la CNIL. Et donc, en tout état de cause, si de telles mesures sont prévues, elles doivent être rappelées dans le règlement intérieur. Alors, on peut penser que la vidéosurveillance ne sera pas forcément acceptée par les représentants du personnel, mais en tout cas, c'est le cas, notamment, comme on l'a dit, dans certains milieux tels que la restauration, le BTP, où vous avez beaucoup de va-et-vient et parfois des horaires décalés, des horaires de nuit. Vous avez la fouille de vestiaire. La jurisprudence, vous voyez, c'est assez incroyable, admet que l'employeur peut faire procéder au contrôle du contenu des vestiaires à condition que ce contrôle soit réalisé en présence du salarié ou bien en cas d'empêchement exceptionnel en l'ayant informé et qu'il soit justifié, encore une fois, ça ne peut pas être fait de manière arbitraire, ça doit être justifié par des raisons de sécurité, d'hygiène ou un risque ou un événement particulier. En tout cas, de telles mesures doivent être prévues absolument, comme on vient de le dire, dans le règlement intérieur. Vous avez aussi les éthylotests. L'état d'ébriété des salariés, peut constituer un risque important pour le salarié ou lui-même, et l'employeur peut recourir au contrôle de l'alcoolémie, sous réserve évidemment de certaines dispositions. Il doit être justifié pour des raisons de sécurité, et la liste des postes pour lesquels un dépistage de consommation peut être pratiqué doit être précisée dans les règlements intérieurs. Tout le monde ne peut pas être testé. Vous avez les tests salivaires, ça qui vont plus concerner les drogues. Dans certains cas, l'employeur peut aussi décider de recourir aux tests salivaires de recherche de stupéfiants. Mais là aussi, ce point-là, cette autorisation-là, côté employeur, doit être débattue lors de réunions des instances représentatives du personnel ainsi que les modalités d'usage du test salivaire. En tout état de cause, il faut s'intéresser sur l'intérêt de toutes ces formes de dépistage, que ce soit la vidéosurveillance, le contrôle dans les vestiaires, l'éthylotest, etc. Les consommations de drogue et évidemment d'alcool ont des origines mixtes, comme on l'a dit, qui sont liées à la vie privée, mais aussi au travail, stress, horaires atypiques, port de charges lourdes. Donc, la prévention du risque lié aux pratiques addictives repose précisément, comme on l'a dit, sur une approche très, très fine, comme l'a exprimé Alexandre Zakin, et qui est aussi une approche collective. Il ne faut pas engager des mesures par trop cosmétiques ou arbitraires, qui seraient de toute façon dénoncées notamment par les salariés eux-mêmes via les représentants du personnel. Le dépistage des consommations d'alcool ou de drogue ne peut être qu'un outil complémentaire au sein des différentes actions et de prévention à mettre en place. Alors, ce que je noterai, juste pour terminer cette approche réglementaire, c'est que là, on parle de la responsabilité de l'employeur, mais il s'agit aussi de dire que le salarié a aussi des obligations. Et le salarié, en vertu de l'article L 4122-1 du Code du travail, il a aussi une obligation de sécurité. Donc, vous voyez, obligation de sécurité de l'employeur versus obligation de sécurité à la charge du salarié. Il lui incombe de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé, de sa sécurité, non seulement de la sienne, mais aussi celle des autres personnes concernées par ces actes ou ces omissions au travail. Le manque de vigilance d'un salarié lié à une pratique addictive et pire, le fait d'inciter ses collègues à une pratique addictive peut être durement sanctionné, à minima par une mesure disciplinaire, au maximum sanctionné par une faute lourde, une faute grave, et donc un licenciement qui soit, lui, un licenciement causé, réel et sérieux, qui sera très difficile de contester devant les prud'hommes. Alors, pour terminer ce webinaire, on va aborder une notion extrêmement intéressante avec Raphaël, qui est notamment la notion du burn-out. Alors, le burn-out souvent sous-tend des pratiques addictives. Avant de laisser la parole à Raphaël, je voulais justement avoir l'éclairage d'Alexandre Zakin. Souvent, en tout cas, moi, quand je reçois des personnes qui viennent pour des problématiques de droit du travail et qui me disent « je souffre d'un burn-out », souvent je constate que derrière cette surcharge, ce stress professionnel, se cachent des pratiques addictives. Alors, soit des pratiques addictives qui viennent, comment est-ce que je pourrais dire ça, qui permettent à la personne de tenir le coup face à la charge de travail, ou alors c'est une sorte de prétexte pour dire parce que j'ai une charge de travail, je vais vers la conduite addictive. J'espère avoir été assez clair, Alexandre, pour que vous puissiez rebondir. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le burn-out, déjà d'une certaine façon, est un peu le cousin de la dépression, si vous voulez, et qu'en fait, il y a pas mal de produits, de consommation de produits pour lesquels une des comorbidités principales est la dépression.
par exemple, l'alcool, c'est un produit qui est dépressiogène. Ça veut dire que quelqu'un qui boit un peu d'alcool tous les jours, finalement, sur le long terme, il risque de devenir déprimé. Le problème, c'est que quand on est déprimé, ça donne envie de boire. Donc en fait, il y a un peu le serpent qui se mord la queue à ce moment-là. Donc du coup, évaluer à quel moment le burn-out arrive et les compensations entre guillemets de consommation elles viennent, c'est toujours difficile à dire. Évidemment que la consommation de manière un peu répétée, elle peut entraîner la dépression ou du burn-out quand quand c'est très lié au milieu du travail. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir un burn-out, la dépression, ça donne aussi des envies de consommation et ça, on essaie de trouver, quand il y a une rencontre entre guillemets entre une personne et un produit dans son histoire, par exemple, on va prendre un exemple classique, on va dire une personne qui travaille à un haut poste dans une entreprise et qui a des responsabilités très importantes, qui a beaucoup de temps de travail qui est mobilisé, surtout là avec le télétravail où il n'y a plus vraiment de petits arrêts comme on peut avoir dans l'entreprise, on va voir un collègue, boire un café, etc. Là, on est vraiment censé être disponible presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans ce cadre-là, évidemment, il y a un épuisement physique qui a lieu. Et si la personne, par exemple, a rencontré dans son parcours de vie la cocaïne, il va se rendre compte que c'est un très bon stimulant. S'il va rencontrer des amphétamines comme la Ritaline, par exemple, qui est un médicament qu'on prescrit pour les personnes qui ont des troubles déficitaires de l'attention et de l'hyperactivité, on se rend compte que la Ritaline, ça aide super bien à canaliser son attention sur une tâche et à pouvoir travailler beaucoup plus. Donc, de manière assez logique, ils vont se dire, tiens, ce produit-là m'aide à faire ce que j'ai besoin de faire, ça m'aide à lutter contre les effets dépressifs, et du coup, je vais le consommer. Et du coup, après, ça peut entraîner aussi une addiction, de dire, on peut plus travailler sans, et on devient dépendant de ce produit-là. Donc, c'est-à-dire que ça peut arriver avant, en entraînant, on va dire, en participant plutôt à l'arrivée du burn-out, mais aussi essayer de lutter contre l'arrivée de ces affects dépressifs et du burn-out. On pose une question, Carole pose une question extrêmement intéressante. Quelle est la différence entre un burn-out professionnel et une personne workaholic, comme disent les anglo-saxons, qui serait addict? Alors, moi, il me semble que le burn-out est une sorte de syndrome. Est-ce que alors que le côté workaholic serait plus une forme de pratique et que la dépression, on va dire, serait la pathologie? Est-ce que c'est juste dans ma manière de présenter? C'est-à-dire, moi, pour comment dire, pour le burn-out, moi, c'est ma vision des choses, je peux me tromper, hein, mais sur le burn-out, je visualise ça plutôt comme une espèce de dépression réactionnelle à l'intensité, au milieu, au contexte du travail. Donc, qui va avoir des montées d'angoisse, etc., mais qui sont liées, c'est-à-dire c'est thématique, entre guillemets, alors que la dépression, on va dire, est plus généralisée. On va dire que là, c'est plus thématique. Pour le workaholisme, là, c'est vraiment quelque chose d'un petit peu différent. En effet, il y a des affects dépressifs qui sont mobilisés là-dedans et il y a cette interaction qui se fait, mais dire que, il y a une différence en effet, c'est pas du tout la même chose. Le burn-out est plutôt fléché, on va dire, a priori, sans notion d'addiction forcément, même si ça peut arriver et que c'est assez fréquent. Alors que le workaholisme, il y a plus cette connotation, on va dire, compensation de la charge de travail. Merci beaucoup Alexandre pour ces précisions très intéressantes. Alors, il est déjà 14h58, mais si vous nous l'accordez, encore 5-7 minutes maximum, je vais laisser la parole à Raphaël parce que c'est très important d'avoir le regard des magistrats sur ces problématiques d'addiction. Comment est-ce que c'est perçu? Donc, Raphaël, si vous voulez bien nous donner un rapide aperçu de ce qu'est le burn-out, comment est-ce que c'est pris en compte par les magistrats, ce que c'est peut-être aussi le bore-out, qui est l'inverse du burn-out, sorte d'ennui généralisé au sein du travail, et de la manière dont sont sanctionnées les quelques pratiques addictives qu'on a décrites. On a dit l'alcoolisme, on a dit la consommation de substances illicites, mais on a parlé rapidement aussi de la fréquentation de sites de rencontres ou de sites pornographiques à haute dose. Voilà, si vous pouvez nous faire un petit condensé de cette jurisprudence. Voilà. Alors, bonjour, je vais revenir rapidement. Alors, d'abord, le burn-out, donc, ça relie donc, cette obligation de sécurité de l'employeur qui doit veiller et prendre toutes les mesures nécessaires au maintien d'une ambiance et d'une organisation de travail assez pérenne et donc prévenir tout acte qui pourrait revenir et être qualifié de harcèlement managérial. On avait vu lors du précédent webinaire différents arrêts de la Cour de cassation, notamment des méthodes de gestion qui seraient mises en œuvre par un supérieur hiérarchique,
des formes de pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et des contre-ordres dans la façon d'opérer le travail, et dans une intention notamment de diviser les équipes, et qui donc peuvent constituer des faits de harcèlement moral. Donc on revient sur cette notion de harcèlement moral pour sanctionner l'employeur du fait du burn-out du salarié. Notamment, je peux revenir sur un arrêt, donc c'était une secrétaire qui avait développé un syndrome anxio-dépressif réactionnel en relation avec le climat de travail que l'employeur avait laissé se dégrader. Donc l'employeur a donc une obligation de remédier à ces situations, donc de relations entre salariés et hiérarchie et manager, et donc remédier à cette situation. Et donc la cour d'appel, donc dans cet arrêt, elle avait reconnu donc la responsabilité de l'employeur, qui avait mis donc en place un nouveau modèle organisationnel et qui avait entraîné le droit de retrait de 18 salariés et beaucoup d'arrêts de travail pour burn-out. Et donc l'employeur avait été condamné donc à verser dommages intérêts aux salariés sur le fondement du harcèlement moral. Donc le burn-out peut aussi et intervient surtout en cette période de Covid par rapport au télétravail et du fait que les salariés sont connectés tout le temps, et donc on l'a vu aussi précédemment, mais il faudra bien insister sur ce droit à la déconnexion des salariés, et donc mettre en place, rappeler que le salarié ne doit pas se connecter ou en dehors de ce temps de travail, prévoir des alertes pop-up en cas de surconnexion des salariés, et ne pas et être donc particulièrement vigilant sur ce droit à la déconnexion des salariés. Il y aura sûrement beaucoup de contentieux sur ces problématiques-là, donc de burn-out en cette période de télétravail, en cette période de Covid. Maintenant, il y a donc le burn-out, mais il y a aussi à l'inverse le burn-out qui peut être considéré comme une fatigue intense, une perte de contrôle, une incapacité à aboutir à des résultats de travail, et qui correspond lui aussi à un syndrome d'épuisement professionnel. Et donc récemment, le 2 juin, la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt et a donc qualifié cette notion de burn-out. C'était une salariée qui avait été engagée en CDI, elle était responsable des services généraux, elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie, elle n'a plus jamais repris ses fonctions et elle a donc été licenciée pour absence prolongée des organisants de l'entreprise. La salariée s'est donc plainte d'un harcèlement moral en invoquant qu'elle avait été mise à l'écart, elle avait été maintenue à des tâches subalternes, comme une concierge privée de l'employeur, et que ses conditions de travail avaient été dégradées, ainsi que son avenir professionnel et sa santé du fait des agissements de l'employeur. Et donc, pour résumer, la Cour d'appel de Paris avait donc qualifié le burn-out au regard donc, des attestations et des témoignages fournis par ses proches et les différents salariés, notamment qu'aucun travail lui avait été confié, qu'elle demandait du travail à ses collègues et que l'employeur ne lui en fournissait pas et ne lui donnait que des tâches subalternes ou des tâches personnelles. Donc le burn-out donc, qui a des répercussions donc, sur l'état de santé du salarié, qualifié par des agissements répétés, ont donc dégradé les conditions de travail et la santé du salarié. Ils l'ont entraîné dans un état de profonde dépression. Donc, pour qualifier ce burn-out, il faudra donc avoir des attestations et démontrer le harcèlement moral de l'employeur. Je me permets, Raphaël, de vous couper une toute petite seconde pour faire une parenthèse extrêmement importante, puisqu'il est déjà 15h03. Oui. C'est est-ce qu'on peut être sanctionné d'une pratique privée sur le plan professionnel? Et là, j'ai vu que vous aviez relevé un arrêt extrêmement intéressant d'un steward d'Air France qui consommait pendant les escales des drogues dures. C'est une addiction qui lui a coûté sa place parce que, a priori, l'employeur aurait dit qu'il se trouvait encore sous l'effet de la drogue au moment de la reprise du travail. Et les magistrats de la Cour de cassation ont estimé qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Donc ça, c'était très intéressant de relever en fait que même quelque chose qui
beaucoup de personnes, comme l'a dit, l'a expliqué de manière très, très juste Alexandre, de dire voilà, bah ça fait partie de ma vie privée. Eh bien non, attention, vous pouvez être sanctionné pour des addictions liées à votre vie privée si cette addiction correspond dans votre contrat de travail à une obligation et que l'employeur peut dire que vous avez manqué à une obligation donc découlant de vos contrats de travail. Est-ce que Raphaël, pour terminer, vous pourriez nous donner 2-3 jurisprudences qui concernent notamment l'utilisation d'Internet au travail, parce que là aussi c'est un grand fléau, notamment voilà, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, même parfois les sites pornographiques. Est-ce que vous pourriez nous donner voilà, quelques éléments de jurisprudence? Est-ce qu'un salarié qui serait pris un petit peu dans le fait d'être sur Netflix toute la journée ou d'être sur Mythique toute la journée ou pire, voilà, sur de regarder des sites pornographiques, est-ce qu'il pourrait être sanctionné? Oui, alors en effet, l'utilisation de l'accès à Internet donc, au sein de l'entreprise, donc l'accès à Internet de l'employeur à des fins non professionnelles, peut être considéré soit comme une cause réelle et sérieuse du licenciement ou constituer une faute grave. Donc, à titre d'exemple, un salarié qui se connectait avec sa connexion Internet professionnelle pour consulter des sites pornographiques, alimenter son propre site pornographique et utiliser sa messagerie professionnelle pour des échanges de courriers donc sur rapportant à des thèmes sexuels, alors qu'il avait été mis à disposition pour son travail. Le salarié donc, a commis donc, un abus de confiance et il a été donc licencié pour faute grave et l'employeur a aussi obtenu des dommages d'intérêt pour réparation du préjudice causé. Il y a notamment cette problématique aussi d'image et du fait que le salarié porte atteinte à l'image de l'entreprise. Il y a aussi les problématiques de téléchargement de manière répétée et illicite de salariés, donc de séries ou de sites pornographiques. Et donc, il faut rappeler juste que l'importance de la faute dépend du temps de connexion. Et donc, l'employeur n'aura pas à démontrer de préjudice ou d'atteinte à son image, mais le simple fait que le salarié se connecte, par exemple, sur une durée totale de plus de 41 heures sur un même mois, ça peut constituer un licenciement pour faute grave. Le fait de se connecter de manière répétée pendant le temps de travail sur des sites de voyage, des comparaisons de prix, des marques de prêt-à-porter ou regarder donc, des séries. Donc, ces connexions dans cet arrêt, elles s'établissaient à plus de 10 000 fois sur une période de plus de 15 jours, pourra constituer un licenciement pour faute grave. Donc, l'employeur devra donc rapporter donc, les preuves d'une utilisation abusive d'Internet pour licencier le salarié et démontrer la faute grave. Merci beaucoup, Raphaël. J'attire votre attention sur le fait que je viens de mettre dans l'onglet « Les fichiers » la jurisprudence très nombreuse, très précise, qui vous permettra de guider au mieux les agents et salariés que vous accompagnez, que Raphaël nous a concocté de manière extrêmement rigoureuse. Alors, il est déjà 15h07. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Comme d'habitude, vous voyez, on essaye de prendre un sujet de droit, mais qui est à l'intersection de problématiques de société, de faire intervenir d'autres experts, précisément pour vous montrer qu'il n'y a pas que les solutions juridiques et judiciaires qui se posent. Vous avez voilà, des experts en amont qui sont bien mieux placés que nous pour aborder ce type de problématique. Donc, attention, avant qu'une problématique d'addiction ne devienne grave pour l'un de vos salariés ou agents que vous accompagnez, avant d'aller voir un avocat, n'hésitez pas à l'orienter vers un spécialiste, voilà, tel que voilà, telles que les professions qu'occupe Alexandre Zakin, des psychologues addictologues ou des médecins. Alexandre, je vous laisse la parole, peut-être pour donner un mot de la fin, si vous avez peut-être une idée que vous aimeriez faire passer ensuite de tout ce que vous nous avez déjà communiqué. Je pense que la chose à retenir dans les situations d'entreprise où se présentent des problèmes d'addiction, c'est quand même la bienveillance. Je pense c'est la première chose donc, à laquelle il faut se rappeler que c'est des personnes qui sont en souffrance pour la plupart des cas et qu'il faut essayer de les accueillir de la manière aussi bienveillante que possible pour pouvoir ensuite éventuellement les aider à s'appuyer sur ce lien, en fait cette alliance thérapeutique qui se crée entre un assistant social et un employé de l'entreprise
Et ce lien-là, cette particularité du lien qui peut être créé, c'est ça qui va permettre peut-être derrière de déclencher une demande d'aide. Donc vraiment, la qualité du lien avec les employés, je pense que c'est ça qui est primordial pour ensuite pouvoir rebondir sur d'autres choses. Merci beaucoup Alexandre. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Si vous avez besoin d'orienter les agents ou salariés que vous accompagnez vers un conseil de quelque ordre que ce soit, qu'il soit juridique plus d'ordre psychologique, je vous ai mis un bon de consultation juridique gratuite dans les fichiers que vous pouvez télécharger. Et donc, vous n'hésitez pas à relayer cette possibilité donc auprès des personnes que vous accompagnez vers moi, et moi j'orienterai bien évidemment. Si c'est un problème, on va dire, de licenciement en dur, ben voilà, on peut tout à fait s'en charger ou orienter les gens. Si c'est quelque chose de plus en amont, eh bien je n'hésiterai pas à orienter notamment vers Alexandre Zakin, qui a toute notre confiance. Je vous souhaite un bel après-midi. Je vous dis à bientôt pour les prochains webinaires, et on reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions voilà, sur le sujet des addictions avec l'approche psychologique et l'approche juridique ou judiciaire. À très bientôt.